Mais ce couple franco-allemand, c'est un mythe. L'Allemagne a toujours fait le choix des États-Unis contre la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands préfèrent être les numéros 2 derrière les États-Unis que les numéros 1 bis derrière ou à côté de la France. Personne n'explique jamais aux Français que la stratégie de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe est exactement identique à celle des États-Unis. Alors la question maintenant que l'on doit se poser, c'est puisque sa tentative d'avoir une Europe indépendante des Américains et qui aurait été placée sous influence française fut sabotée par les 5 autres membres de l'Europe des 6 et notamment par l'Allemagne, que décida alors de faire De Gaulle? Eh bien la réponse, bloquer l'Europe et tourner la France vers le monde. On a un échange qui est d'un intérêt absolument décisif sur ces questions. Cet échange est rapporté par Alain Peyrefitte dans son livre « C'était De Gaulle ». Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'Information, voyait souvent De Gaulle en tête-à-tête. Et Alain Peyrefitte rapporte cet échange. Il dit à De Gaulle « Est-ce que nous pourrons changer de fusil d'épaule ?» Et De Gaulle répond « Mais bien sûr. Croyez-vous que nous ayons besoin du marché commun pour respirer ? En face de la manœuvre des Anglais, des Américains et des Allemands, notre manœuvre à nous, ce sera de dire « La fin du marché commun, ça ne nous contrarie pas. » Je n'avais pas été favorable à l'intégration européenne. Mais dès lors qu'on avait signé le traité de Rome, avant que je ne revienne au pouvoir, j'ai pensé, quand je suis arrivé aux affaires, qu'il fallait qu'on l'applique. S'il n'est pas appliqué, la France s'en tirera très bien autrement. Alors Peyrefitte lui dit « Mais il y a une conviction répandue dans les esprits, surtout dans la jeunesse, c'est que sans l'Europe, la France ne sera plus rien. » Et De Gaulle répond « Il est possible que la fin du marché commun, ce soit justement la fin de ce mythe. Ce serait heureux. Il a été forgé par les fumistes qui ont voulu faire croire à l'Europe supranationale. Nous avons voulu faire une politique d'entente avec les Allemands. Si les Allemands nous glissent entre les doigts, c'est ce qu'ils venaient de faire. Avec le traité, ils avaient saboté le traité de Rome, le traité de l'Élysée. Eh bien, nous avons les moyens de nous retourner. Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Tome 2, page 253-254. Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Et ça a été toute la stratégie de De Gaulle après. En janvier 1964, ah oui, en juin 1963, les Allemands nous avaient fait ça. Immédiatement, De Gaulle commence à prendre des liens avec le gouvernement de la République populaire de Chine. Et en janvier 1964, De Gaulle stupéfie la planète en reconnaissant la Chine communiste de Mao. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est à peu près comme si actuellement, le président de la République française allait faire une visite d'État et s'embrasser sur la bouche avec le président iranien. Tous les pays occidentaux boycottaient la Chine populaire, ne reconnaissaient que Taïwan. Et De Gaulle a donc fait alliance avec le diable en personne à l'époque. Il a appliqué la grande stratégie de tous les Capétiens, de tous les grands rois qui ont fait la France. Rappelez-vous François Ier, enserré par Charles Quint et l'Empire de Habsbourg, faisant alliance avec les princes protestants de l'Empire des Habsbourg, et ensuite avec le Grand Turc. Le très chrétien, le Rex Christianissimus, c'était la titulature officielle du roi de France, le très chrétien faisait alliance avec le Grand Turc contre l'Empire de Habsbourg pour desserrer cette contrainte. C'est toutes les stratégies habituelles d'avoir une alliance de revers. Eh bien, De Gaulle, il n'était pas communiste, il n'était pas maoïste. Mais De Gaulle, il avait compris qu'il fallait une alliance de revers pour desserrer l'étreinte américano-germanique qui était en train de se refermer sur la France. De Gaulle reconnaît la Chine populaire, même le Canard enchaîné en était stupéfait et admiratif avec ce dessin, c'est bien lui, le Deus ex machina. C'est pas tout. En 1964, De Gaulle fait un immense voyage dans l'arrière-cour américaine, celle que les Américains considèrent comme leur propriété depuis la doctrine Monroe de 1823. En 1964, De Gaulle va successivement au Mexique, puis dans tous les pays d'Amérique latine, pour justement porter le message d'une France indépendante des États-Unis. Et on assiste à des scènes de triomphe inimaginable. Mexico accueille De Gaulle. C'est le Paris Match du 28 mars 1964 qui fait sa une sur l'accueil inouï réservé à De Gaulle par les Mexicains. Ce sont des millions de personnes qui descendent dans la rue. Happés, stoppés, acclamés. C'est De Gaulle à Caracas. La une de François au Venezuela, avec, comme vous le voyez, des centaines de milliers de gens qui sont dans les rues et qui jettent des feuilles
de Bottin par les fenêtres. Et de Gaulle au Venezuela, marée humaine en Équateur. Des millions de Brésiliens dans les rues et aux fenêtres. C'est le voyage de Gaulle au Brésil. Vous avez sur Internet des bandes d'actualité de l'INA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ceci représente. En 1965, de Gaulle fait une conférence de presse restée extrêmement célèbre, où il met en garde les États-Unis contre ce qu'il appelle le déficit sans pleurs. Il demande aux États-Unis de respecter les talons or et les accords de Bretton Woods, et il envoie des navires de la marine française pour se faire rembourser les avoirs français en dollars de la Banque de France en or. Il veut donc empêcher ce qui ensuite est arrivé, malheureusement. C'est que les États-Unis ont brisé les accords de Bretton Woods et ils ont commencé à acheter la planète entière avec de la monnaie de singe. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous sommes dans cette crise financière qui est en train de nous sauter au visage désormais. De Gaulle avait voulu mettre un terme à cela. En 1966, autre alliance de revers, de Gaulle invente la politique de détente et va en Union soviétique pour créer la Grande Commission franco-soviétique. Il invente cette politique de détente avec l'Est. Regardez, c'est la signature de l'accord intergouvernemental. Des centaines de milliers de Soviétiques qui sont dans les rues. Regardez ces couvertures de matchs où l'on voit, celle-là est extraordinaire, où on voit De Gaulle qui est au centre des opérations avec les membres de la Troïka qui dirigeaient l'URSS en 1966, c'est-à-dire Léonid Brejnev, Podgorny et Gromyko, qui étaient les trois, après Brejnev a pris l'ascendant sur les autres, et qui dirigeaient l'Union soviétique, et qui étaient, comme vous le voyez, en train de solliciter les avis stratégiques de Gaulle. En 1965-66, avec la politique de la chaise vide, De Gaulle empêche toute représentation de la France à Luxembourg, à Bruxelles. De Gaulle impose le droit de veto des États et il casse la mécanique supranationale de la construction européenne. De la même année, en 1966, il décide de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Il ferme toutes les bases américaines en France. Et il dit, lorsque le communisme se sera effondré, il n'y aura plus de raison qu'il y ait l'OTAN. Le communisme s'est effondré, et au lieu que la France soit sortie de l'OTAN, nous sommes en train de nous y vautrer, par l'intermédiaire, bien entendu, de la construction européenne. En septembre 1966, De Gaulle va au Cambodge, et il fait ce discours devant des centaines de milliers de Cambodgiens réunis dans le stade de Phnom Penh. Il fait un discours resté très célèbre, puisqu'il annonce ce qui va se passer. Et il dit aux Américains, vous êtes en train de vous engluer au Vietnam, il faut que vous partiez du Vietnam. En 1967, il se rend au Canada et il lance devant tout un peuple en délire « Vive le Québec libre !» Triomphe, De Gaulle, la France vous entend et vous aime. Triomphe également en Pologne communiste en 1967. Le monde est vaste et la France a un grand rôle à y jouer. C'était la stratégie de Gaulle. Alors j'arrive à la fin de cette conférence, un petit peu longue, mais j'ai encore pas mal de choses à vous dire dans cette dernière partie. Peut-on sortir de l'Europe ? J'ai déjà expliqué dans d'autres conférences, mais je n'ai pas le temps de tout dire, sinon il faudrait que je parle pendant des heures et des heures, de tout expliquer, que l'ensemble des médias français sont entièrement verrouillés. Il y a 5 à 6 groupes qui tiennent tous les médias français. Et tous ces groupes, quand on parle de Bouygues, quand on parle de Lagardère, on s'arrête au premier stade. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bouygues, qui possède TF1, il y a une plaque de 25% au capital qui est par American Funds, qui est un des grands fonds de pension californiens. Il faut savoir que Lagardère, qui possède Match, qui possède Le Parisien, les NMPP, Europe 1, etc., il faut savoir que 60% du capital de Lagardère, SA, sont détenus par des intérêts étrangers, essentiellement américains. Donc il faut bien voir que le processus de formation de l'opinion publique en France, qui dépend des médias, est tenu par cette puissance-là même qui est en train de nous asservir. C'est tout le drame de la France est là. Alors peut-on sortir de l'Europe ? Évidemment non, vous diront les médias. Ils vous diront évidemment c'est de la folie. Et moi on ne m'invitera pas. Mais moi je vais vous montrer qu'on peut très bien sortir de l'Europe. Est-ce que sortir de l'Europe, ce serait isoler la France ? Lorsque De Gaulle a commencé ses tours en Amérique latine, les Américains n'étaient pas du tout d'accord. Ça, c'est le Paris Match du 14 novembre 1964.
Lorsque les Américains ont vu que De Gaulle soulevait des dizaines de millions de latinos en faveur de la France, ça n'a pas été du goût des Américains. Et donc le Paris Match titre Johnson sera dur face à De Gaulle. Comment ils ont été durs? Eh bien d'abord en commençant une opération de manipulation de l'opinion publique française. L'Express, le magazine L'Express, avec JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, a été lancé, avec des capitaux américains derrière. À la présidentielle de 1965 a été lancé Jean Le Canuet. Regardez, cette publicité est assez drôle parce qu'elle nous paraît antédiluvienne, mais en 1965, les Français n'étaient encore pas tous équipés de la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne, et noir et blanc. Et De Gaulle pensait, il était resté, c'était un vieil homme, hein, il avait 75 ans, De Gaulle n'a pas fait de campagne présidentielle, il pensait que les Français allaient se déterminer comme ça. Et donc il a été complètement stupéfait par l'irruption des stratégies de communication américaines pilotées en sous-main par la CIA. On sait que Le Canuet touchait des finances américaines. On sait que l'Express avait fait mousser des candidatures contre De Gaulle, Monsieur X contre De Gaulle. Regardez aussi l'apparition d'une thématique. Ça, c'est l'affiche à l'élection présidentielle de décembre 65 de Gaulle pour le succès de la France sur fond de drapeau français. Et regardez quelle est l'affiche de François Mitterrand, qui était son concurrent principal et qui a été au deuxième tour. De Gaulle, c'est la France isolée. Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. C'est donc à partir de 1965, alors même que la France était au centre du monde, alors même que des Latinos, des Cambodgiens, des Asiatiques, des Africains, que tout le monde se retournait vers la France comme un espoir d'un autre Occident sachant tenir la dragée haute aux Américains, on a voulu faire croire aux Français que cette politique-là, qui nous valait l'approbation de 80% des peuples de la planète, était une politique d'isolement. Et donc, c'est parce qu'on n'était pas dans la main de l'Europe, qui en fait était le bras armé des États-Unis, que nous étions en train de nous isoler. C'est le grand lancement des opérations de désinformation et d'intimidation de l'opinion publique française qui continuent aujourd'hui encore. Être hors de l'Europe, ce serait s'isoler du monde. Vous pensez comme la Suisse ou la Norvège, qui sont hors de l'Europe, sont isolés du monde et que ce sont des forts chabrolles. Être hors de l'Europe, c'est s'isoler du monde, c'est être ringard, c'est être contre la paix, c'est être xénophobe, c'est être raciste, c'est pécher, c'est avoir porté tous les péchés du monde. Le grand triomphe de la propagande, la construction européenne, on n'a tout simplement plus le droit d'être contre, sinon on ne passe plus à la télé et à la radio. Et c'est pour ça, rappelez-vous, mon chapitre 2, ils sont tous pour une autre Europe. Ils savent bien qu'il n'y a pas d'autre Europe possible, mais sinon on ne passe plus à la télé et à la radio en France. Et donc on a voulu faire croire que ceux qui étaient contre l'Europe, c'était des franchouillards qui voulaient se refermer derrière une France avec des fils de fer barbelés, alors même que De Gaulle venait de porter à un niveau jamais atteint la popularité de la France à l'échelle planétaire. Après une sortie de l'Union européenne, il faut maintenant regarder les choses en adulte. Il faut se enlever la propagande. Et c'est pour ça que je parcours la France. Après être sortie de l'Union européenne, la France, elle restera membre de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est actuellement le cas. Elle restera même membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce statut de grande puissance qui a été obtenu par De Gaulle en 1945, il est actuellement menacé justement par notre appartenance à l'Union européenne, puisque de plus en plus de voix disent « mais puisque vous êtes dans l'Union européenne, il faut que vous n'ayez plus votre siège de membre permanent avec droit de veto et qu'il soit donné à l'Union européenne. » Et il sera donné à qui? Eh bien à la duchesse marxiste-léniniste de tout à l'heure, à madame la baronne Ashton of Holland, qui ne connaît rien et qui est tout simplement dans la main des Américains. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passera? Eh bien lorsqu'il y aura une nouvelle guerre en Irak, il n'y aura plus d'opposition de la France. L'Europe étant complètement alignée sur les États-Unis auront un feu vert systématique du Conseil de sécurité. Et M. Daniel Cohn-Bendit, vice-président du mouvement européen, dont je vous ai dit que le mouvement européen est financé par la CIA, a fait des déclarations récentes pour dire qu'il fallait être audacieusement européen et donc il fallait que la France fasse don de son siège permanent au Conseil de sécurité, à l'Union européenne et à la Commission. Et ceux qui sont contre, comme moi, on va les traiter de ringards.
Il s'agit bien entendu d'une gigantesque manipulation qui vise à nous retirer ce joyau de ce qui reste de notre couronne pour en donner les mains totalement libres aux États-Unis d'agir. Après être sortie de l'Union européenne, la France restera membre du G8, le groupe des pays les plus industrialisés. La France restera membre de la francophonie. La France restera membre de l'Organisation de coopération et de développement économique de l'OCDE. La France restera membre du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'Union européenne, au passage, puisque dans le Conseil de l'Europe, vous avez la Russie, l'Ukraine, la Suisse et la Norvège. Et d'ailleurs, c'est le Conseil de l'Europe qui a sorti le scandale des prisons secrètes de la CIA. C'est un avocat suisse. Vous savez que c'est un truc contraire aux droits des gens, que les États-Unis, au cours des années récentes, ont organisé des tortures par des prisons secrètes de la CIA dans des pays d'Europe. Et que cette affaire a été sortie, mise en avant par le Conseil de l'Europe, alors que toutes les institutions de l'Union européenne ont évidemment fait un silence total. En sortant de l'Union européenne, la France restera membre de l'Organisation alimentaire mondiale, de la FAO. La France restera membre de la Banque mondiale. La France restera membre d'Interpol. La France restera membre du Fonds monétaire international. La France restera membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La France restera membre du dialogue Europe-Asie. La France restera membre de la Commission du Pacifique Sud, par laquelle elle est présente par ses territoires d'outre-mer de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, ce qui nous donne un rayonnement dans toute cette région du monde qui est très important. La France restera membre de l'Organisation mondiale du commerce. Je dis même qu'elle y retrouvera la plénitude de ses droits, comme au Conseil de sécurité. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, nous sommes membres juridiquement de l'OMC, mais comme les 26 autres États de l'Union européenne, nos intérêts sont défendus, entre guillemets, par un commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui, en fait, n'en fait qu'à sa tête. Et c'est facile de n'en faire qu'à sa tête, puisque les États sont tous en désaccord. En reprenant notre siège plein à l'OMC, la France pourra défendre l'intérêt des Français, notamment en matière de délocalisation. La France, en sortant de l'Union européenne, restera membre de la Commission de l'océan Indien, où nous sommes présents notamment par nos départements de la Réunion et de Mayotte. La France restera membre du traité de l'Antarctique. Vous savez que la France exerce une souveraineté limitée sur la terre Adélie en termes de scientifiques et en termes stratégiques. Il est très important que nous y soyons. Notre sortie de l'Union européenne ne changera absolument rien à notre participation à toutes ces structures. La France restera membre de l'Organisation internationale du travail. La France restera membre de l'UNESCO, d'autant plus que l'UNESCO est d'ailleurs située à Paris. Vous savez, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. La France restera membre de l'Organisation mondiale de la santé. La France restera membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui réglemente les trafics aériens entre tous les pays du monde. La France restera membre de l'Union postale universelle, qu'elle a d'ailleurs créée, qui gère l'ensemble des relations postales à travers les pays du monde. La France restera membre de l'Union internationale des télécommunications. La France restera membre de l'Organisation météorologique mondiale. La France restera membre de l'Organisation maritime internationale. La France restera membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui gère au niveau mondial les brevets. La France restera membre de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. La France restera membre du Fonds international de développement agricole. La France restera membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La France restera membre de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, etc., etc. Je ne vais pas continuer la liste. Et puis la France, elle aura encore toutes ses représentations à l'étranger. Il y a 195 États membres des Nations Unies. Aujourd'hui, la France possède 156 ambassades, 26 représentations dans des organisations internationales et 98 postes consulaires. Ça veut dire qu'il y a une ambassade ou un consulat de France dans 250 villes du monde situées dans 166 États. Certains ambassadeurs étant accrédités dans plusieurs pays, l'ambassadeur de France aux Fidji a compétence, par exemple, sur des micro-États comme le Royaume de Tonga ou bien les îles Salomon. C'est le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle aura toujours 156 ambassades,
Elle aura 24 représentations dans des organisations internationales au lieu de 26, puisque l'on aura supprimé la représentation permanente auprès de l'Union européenne à Bruxelles et la représentation permanente auprès de la coopération politique prévue dans le cadre du traité de Lisbonne. La France aura toujours 98 postes consulaires. Et donc la France aura une ambassade ou un consulat dans 250 villes du monde, situées dans 166 États. Ce sera toujours le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis. Vous voyez la différence? Et vous croyez que c'est ça qui est isolé la France? Est-ce que vous vous rendez compte du bourrage de crâne dont vous êtes victime quand on vous veut vous faire croire que l'Union européenne serait l'alpha et l'oméga de nos relations internationales? Sortir de l'Europe, non seulement ça n'isolera pas la France, mais c'est le contraire qui est vrai. C'est au contraire son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN qui l'isole et qui salit son image actuellement aux yeux de 80% des peuples du monde. Allez dans le monde arabe, allez en Afrique, allez en Amérique latine, allez en Asie. Découvrez ce que les gens pensent de la France et qu'actuellement la France est en train de disparaître. Mais qu'est-ce qui vous arrive, dit-on? On dit ça au Maroc, on dit ça en Égypte, on dit ça en Afrique du Sud, on dit ça au Japon, en Chine, on dit ça à Buenos Aires, à Mexico. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez été complètement... vous avez été marabouté, on dit au Sénégal.